Eh ben, salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve, je voulais vous lire un petit passage dans cette revue là. Donc la revue c'est Valeurs actuelles du 21 décembre 2023 au 3 janvier 2024. Donc c'est pas Sauver l'esprit chrétien que je vais lire, c'est les quelques pages de Brigitte Bardot. Voilà. Donc j'espère qu'il n'y a pas eu un reflet dégueulasse, voilà. Qu'on le voie bien, sinon ça sert à rien. Alors, bah c'est parti, il y a 6 pages de Brigitte Bardot. La France est foutue, mais elle peut renaître. À 89 ans, Brigitte Bardot n'a rien perdu de son énergie, de sa colère et de sa liberté. La légende du cinéma et militante de la cause animale se confie sur le combat de sa vie, sa foi, la droite et la France. Brigitte Bardot, oui, donc là il parle de l'image, ok. Comment. Alors, première question, Brigitte Bardot. Comment vous sentez-vous en cette fin d'année après vos petits soucis de santé cet été? Je vais très bien. Mes petits soucis sont passés très vite. C'était la chaleur. Je ne supporte pas la canicule. Nous voici à Noël, fête de moins en moins religieuse et de plus en plus commerciale. Avec sa consommation débridée, ses cadeaux, son foie gras. Cela ne doit pas ravir la croyante et l'amoureuse des animaux que vous êtes. C'est désolant. Noël est la plus sacrée des fêtes chrétiennes. C'est la naissance de Jésus, le début d'une ère nouvelle dont nous allons fêter le 2024e anniversaire. La naissance d'une religion, le catholicisme. Le petit Jésus est né dans une étable réchauffée par la laine du bœuf et de l'âne, dans une simplicité et un dépouillement exemplaires. Cette débauche de luxe, la somptuosité des repas, le tralala impudique du commerce qui entoure cet événement sont en totale contradiction avec ce qu'il devrait être. Hélas. Les animaux en payent très cher le prix. Moi je fêterai Noël en famille avec mes animaux. Puisqu'il est un symbole chrétien, Noël est désormais dans le viseur des déconstructeurs qui veulent l'effacer, ou n'osent même plus le nommer. Ah oui, donc ça... Enfin moi ma théorie est que ça va disparaître si on ne fait rien. Voilà. Petite parenthèse. Voilà encore une de ces nouveautés sorties du cerveau malade de nos contemporains, qui salissent tout ce qui est beau, pur, vrai, pour moderniser, mondialiser les valeurs ancestrales et traditionnelles auxquelles il serait sacrilège de toucher. Le wokisme est une mode ridicule. Or, je n'admets pas qu'on salisse ou qu'on ridiculise le sublime. Les Français le savent peu, mais vous êtes croyante et très attachée à certaines grandes figures de l'Église. Quel rapport entretenez-vous avec la foi? Je suis croyante à ma façon. J'ai des rapports directs avec celle que j'appelle ma petite Vierge, sans passer par des intermédiaires. Je l'aime parce que c'est une femme et que le bon Dieu est débordé. J'ai une communication charmante avec elle. Elle m'a beaucoup protégé dans ma vie, sinon je ne serais plus là. Saint François d'Assise, lui, est mon guide, mon phare, mon courage. La Vierge, c'est pour tout. Saint François, c'est pour les animaux. Vous avez d'ailleurs reçu une éducation religieuse. J'ai tout fait. Ma petite communion, la communion solennelle, la confirmation, j'ai suivi des cours de catéchisme et étudié chez les religieuses. Mes parents étaient de fervents croyants pratiquants. Nous allions à la messe tous les dimanches. J'ai depuis fait construire une petite chapelle, Notre-Dame de la Garrigue, décorée avec toutes les jolies choses que des gens m'ont envoyées, que j'ai trouvées à Rome ou qui proviennent de chez mes parents. C'est mon petit sanctuaire de paix et de méditation. Votre foi est-elle un rocher, un refuge, un soutien dans votre engagement? Bien sûr, mais ça va plus loin. Ça dépasse le combat. C'est plus universel encore, pour des tas de choses. Pas uniquement pour les animaux, mais aussi pour les êtres humains, en détresse. Et pour essayer de faire comprendre aux banquiers de faire peut-être un peu le ménage sur la terre. Que pensez-vous du pape François?
C'est un branquignol, je ne peux pas le voir. Il fait un mal de chien à l'église. Moi j'adorais Jean-Paul II. Je me rappelle notre belle rencontre unique, très chaleureuse. Lui n'était pas du tout politique. Celui-là, je ne le rencontrerai jamais. Je le trouve infernal. Il a un côté d'enfer, on dirait le représentant du diable. Il ne s'occupe pas du tout des chrétiens d'Orient et n'en parle jamais. Quand j'ai appris qu'il s'appellerait François, j'ai eu un espoir extraordinaire en me disant, s'il a choisi ce nom, c'est qu'il aime les animaux. Je lui ai envoyé une lettre pour le féliciter et le remercier d'avoir pris ce nom en hommage à saint François d'Assise. J'espérais enfin que lui ferait un peu pour améliorer le sort des animaux dans le monde. Il ne m'a jamais répondu. Je lui en ai envoyé une autre. Il m'a fait répondre par un sbire qui me remerciait, patati patata. Je trouve donc en plus qu'il est très mal élevé. À l'heure où le pays et son identité sont menacés, faut-il reconnaître ses racines chrétiennes? Bien sûr qu'il faut reconnaître les racines chrétiennes de la France et les inscrire dans la Constitution. Elles sont plus importantes que l'IVG. Vous êtes une téléspectatrice fidèle de CNews. Fin septembre, vous êtes même passé en direct dans l'émission de Pascal Praud. Que représente cette chaîne pour vous? La télé est devenue merdique, nulle, sans intérêt, les films sont des navets, à part les anciens qui passent rarement. Tout manque d'intérêt, les divertissements sont à pleurer de médiocrité, les débats, des blablabla, toujours pareils. Alors quand une émission comme celle de Pascal Praud passe, on se rue dessus pour entendre des gens intelligents donner leur avis sur des choses intéressantes. Et c'est une surprise que j'ai eue le jour de mon anniversaire lorsque Bernard Dormal, son mari, sans me prévenir, m'a fichu le téléphone sous le nez et que je me suis retrouvé dans l'émission sans le savoir. C'était rigolo. CNews, c'est la meilleure chaîne parce que ça n'est pas de la télé aseptisée et politiquement correcte. J'aime beaucoup Pro. Je regarde aussi Philippe de Villiers, je l'adore. Vous qui avez connu l'âge d'or d'un pays au fait de son rayonnement, que vous inspire l'effondrement de son universalisme illustré par la résurgence de l'antisémitisme? Nous sommes en pleine décadence. Tous nos acquis sont perdus, au profit d'un quotidien minable, médiocre et dangereux pour la réputation de notre si beau pays, qui part en couille par le manque de couilles de ceux qui ont le pouvoir. L'antisémitisme est une manière révélée de défouler sa haine. Mais pourquoi eux? La trouille, l'allégeance à leur puissance, c'est lamentable. Avant j'aurais dit que je ne voulais pas vivre dans une France islamisée. Aujourd'hui je dis que je ne veux pas mourir dans une France islamisée. Psychiatrisation du terroriste du pont de Bir Hakeim. Diversion sur l'ultra-droite après le meurtre de Thomas à Crépol. Les victimes sont oubliées et les bourreaux excusés. Déplorez-vous une inversion des valeurs? Tout ça, c'est la trouille. Les assassins sont souvent d'origine islamique et le revendiquent. Ils sont hélas des Français de papier, pour la plupart, et parfois psychopathes. On devrait faire subir un examen psychiatrique à tous les migrants qui rentrent avant de leur donner le droit d'asile et la nationalité française. Le mieux est de les renvoyer se faire soigner. Le laxisme judiciaire, c'est pareil. Pour les hommes et les animaux, tout va ensemble. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien du tout. Le problème de l'islam ne se résume donc pas seulement au halal. Non, c'est l'islam en général. L'invasion islamiste, qui sont épouvantablement dangereux pour l'identité et la culture française, ça a déjà commencé, c'est abominable pour les animaux, pour les hommes, pour tout. C'est l'opposé de notre civilisation. À la Madrague, votre propriété de Saint-Tropez, vous êtes toutefois préservé des affres de la modernité, ses nuisances, sa délinquance, son insécurité, etc. Je me préserve beaucoup. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Mais j'essaie de me protéger de cette morosité ambiante, de cette dangerosité, dans mon petit paradis tranquille avec mes animaux. La cause animale, justement, est largement reléguée au second plan. Le regrettez-vous?
La cause animale est hélas, comme le reste, un retour en arrière sur bien des points qui semblaient acquis. J'espérais un geste du gouvernement pour rendre hommage aux 50 ans de ma vie que j'ai mis à combattre leurs souffrances, mais rien. Même pas de réponse à mes lettres. Comment jugez-vous le bilan d'Emmanuel Macron concernant la protection animale? Macron est nul dans tout ce qui concerne la France, son peuple et ses animaux. Pire que le pape. Quand j'ai été reçu à l'Élysée, avant de me dire bonjour, il m'a serré la main et m'a lancé « Vous allez m'engueuler ». Je lui ai dit tout ce que j'avais à dire et il n'a répondu à rien. Malheureusement, 2 jours après, il recevait les chasseurs et leur accordait des dérogations qui sont même contestées par l'Union européenne. Ça m'a tellement dégoûté que ce jour-là, je l'ai pris en grippe. Aujourd'hui, je l'engueule parce que je suis en colère face à son inaction, sa lâcheté et son mépris des Français. Que pensez-vous de sa politique? Son bilan est mauvais sur tout, pas que sur la question animale. Si seulement Macron avait un peu d'empathie, de sens humain, de respect pour la vie de ses concitoyens, les Français traversent une époque épouvantable. Les retraités n'ont plus un rond, les gens n'ont plus de quoi se loger. Par contre, lui offre des sommes faramineuses aux immigrés. Des hôtels sont réquisitionnés pour loger tout ce monde. C'est scandaleux. Il est déconnecté. Il ne pense qu'à l'Europe et la France, il s'en tamponne. Il dégaine le 49-3 et ne va jamais dans le sens du peuple. Jamais. Sa majorité se vante pourtant d'avoir voté une loi historique contre la maltraitance animale. Ce qu'a fait Macron pour la cause animale, c'est rien du tout. Par rapport aux souffrances abominables, rien sur la corrida, rien sur la chasse à court, rien sur rien. Il a accordé aux chasseurs des avantages effrayants, c'est un soutien au lobby de la chasse. Donc comment voulez-vous vous entendre avec un type comme ça? J'ai écrit au ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, à propos de Mimi et Pumba, 2 sangliers arrachés à leur protecteur. Il ne m'a jamais répondu, c'est quand même le comble de la mauvaise éducation. Moi je réponds aux gens qui m'écrivent, pas le gouvernement. Que pensez-vous des écolos qui préfèrent défendre l'écriture inclusive ou les droits LGBT? Ne me parlez pas des écologistes. Je ne peux pas les voir, c'est scandaleux, c'est lamentable et c'est dommage. Vous avez plus d'espoir à droite, votre famille politique historique? Oui, moi je suis de droite. Rire. Quid de ces leaders? Certains se détachent-ils? Jordan Bardella, Éric Zemmour, David Lisnard. Ils sont tous formidables, mais qu'attendent-ils pour faire une union des droites enfin puissante, qui remettrait la France sur ses rails? Parce que séparément, ils n'arriveront absolument à rien. C'est ce qu'a proposé Éric Zemmour à la dernière présidentielle, sans succès. Je trouve ridicule ce besoin d'être le chef de son parti. S'ils se rassemblent, certains seront forcément un peu moins chefs que chefs. Et ça, ils n'en veulent pas. C'est d'un grotesque. C'est de l'orgueil mal placé, dangereux pour la France. Ils font passer leur image avant l'intérêt du pays. Vous étiez toutefois enthousiaste pour Éric Zemmour lors de sa campagne. Je trouve que Zemmour a l'étoffe d'un homme d'État. Il est petit et malingre, mais il a une façon de dire les choses et une autorité que n'ont pas les autres. Lui va jusqu'au bout en réclamant l'arrêt de l'immigration. Et pour ça, je le soutiens beaucoup. D'un autre côté, il n'en a rien à foutre des animaux, et là, je ne le soutiens plus du tout. Lisnard, c'est un voisin, mais je ne l'ai jamais rencontré. Et Marine Le Pen, c'est toujours un espoir ou pas? J'ai toujours soutenu Marine. Désormais, elle a Bardella qui est extraordinaire. Pour elle, c'est un atout formidable. Comme votre ami Alain Delon, vous êtes indigné par l'indigence de la culture contemporaine. Êtes-vous toujours en contact avec des personnalités du monde de la culture? Quel monde de la culture? La ministre? La culture est malade du wokisme, comme l'agriculture du glyphosate. Depuis
Depuis, les grandes stars ont été remplacées par de petites célébrités insignifiantes. Insignifiantes. C'est vrai. Terminé. Fini. Pour faire une star, encore faut-il des films bien ficelés. Pas n'importe quoi, tourné n'importe comment. Dans The Artist, Jean Dujardin était tout de même formidable. Vous arrive-t-il parfois de revoir vos films et gardez-vous un bon souvenir de vos années de cinéma? Rien ne me manque. J'ai appris à me passer de tout. J'aimerais bien voir mes bons films, mais la télé ne passe que des merdes. Faites par des gens sans talent, qui ne savent ni monter ni diriger avec des acteurs comme les gens du café d'à côté. C'est malheureux, mais on ne voit plus les grands films d'autrefois. Le cinéma actuel est très social, misérabiliste, médiocre. Il ne fait plus rêver. Malgré tout, je garde un souvenir formidable de ces années de folie, des 30 glorieuses. Il y avait évidemment le cinéma, mais aussi une façon de vivre tellement éloignée de celle de maintenant, plus libre et insouciante. En 1956, vous rencontriez Picasso dans son atelier près de Cannes, durant le festival. Voilà un grand artiste. Et quel personnage illustre aussi. De nombreuses personnalités ont marqué le XXe siècle. Elles sont uniques, irremplaçables, irremplacées. Aujourd'hui, c'est 0 fois 0. C'est Jeff Koons qui accroche un homard au plafond du château de Versailles. Un scandale. Il ne faudrait pas laisser faire des choses pareilles. La décadence n'est pas qu'artistique, elle est totale. Une pétition a été récemment lancée contre la future station de métro Serge Gainsbourg, au Lilas, près de Paris, parce qu'il serait misogyne. C'est du délire. Moi je peux vous dire qu'il n'était pas misogyne. Rire. C'est ridicule. Pauvre Serge. Il mérite mieux qu'une station de métro en banlieue parisienne. Il avait un talent, une classe, une modernité pour son époque. C'était fulgurant. Avez-vous vu la série Bardot qui vous est consacrée cette année sur France 2 et Netflix? J'ai vu le premier épisode, j'ai trouvé ça tellement minable. J'avais envie de pleurer. C'est pas possible de faire quelque chose d'aussi différent de la vérité, c'est dommage. Ça m'a foutu le cafard. J'ai eu une vie riche, tonitruante, marquante, triste. Je n'arrêtais pas de danser, chanter, travailler, pleurer mes amours, ça bougeait là-dedans. Là, c'était morne, médiocre, rien. Je n'ai pas aimé, ça m'a dégoûté. Vous avez incarné dans le monde entier un modèle féminin désormais voué aux gémonies que représente la femme française de nos jours. La vraie ou la transgenre? Maintenant, il y a tellement de genres. Il y aura même bientôt des Miss France transgenres ou je ne sais quoi. Il reste encore de vraies femmes, mais elles ne se mettent pas en valeur. La frontière entre les sexes est de plus en plus floue. C'est très dommage et dangereux. A l'inverse, les hommes ne doivent pas être efféminés. Où est-ce qu'on va? Maintenant, les bonnes femmes conduisent des poids lourds et les mecs boivent le thé en levant le petit doigt. Quel regard portez-vous sur le nouveau féminisme souvent sectaire et revanchard? Les femmes prennent trop de place aujourd'hui. Où sont les hommes? On se croirait dans un poulailler dans certaines émissions. Ça caquette dure. Je suis contre toutes les militantes féministes. Leur combat est ridicule et ne sert à rien. Moi je suis masculiniste. Rire. Le féminisme c'est bien, mais il ne faut pas dépasser les limites. Les femmes ont toujours eu des places prépondérantes dans la vie. Il leur suffit de le vouloir, d'avoir du caractère, d'être intelligente et de bien savoir entortiller les mecs. Êtes-vous choqué par les propos obscènes de Gérard Depardieu sur les femmes, révélés récemment dans la presse et qui lui valent depuis un lynchage médiatique? Chacun est responsable de ses actes. Tout ça est lamentable. Il y a des choses plus graves et plus dramatiques. Vous critiquez depuis des années l'évolution de la société. Pensez-vous, comme certains déclinistes, que la France est foutue ou trouvez-vous encore des raisons d'espérer? Oui, la France est foutue, pour le moment, mais avec une reprise en main par un gouvernement autoritaire et avec des couilles, elle peut renaître de ses cendres. Il faut trouver la personne compétente. Avez-vous songé un jour à quitter la France? Oui, je suis trop vieille, mais je vous jure que si j'étais moins âgée,
Je foutrai le camp pour un pays plus libre et plus ensoleillé à tout point de vue. Vous arrive-t-il aussi d'être nostalgique d'un monde révolu? Je suis parfois nostalgique, mais je ne regarde jamais derrière moi. J'ai horreur de ça. Je déplore simplement que l'on recule à ce point-là dans la façon de faire vivre un pays. Vous n'avez donc pas de regrets? Je n'ai aucun regret. Aucun. Vous êtes l'une des dernières stars françaises et vous êtes pourtant d'une incroyable modestie. Je suis moi, avec la vie que je me suis faite. Je ne me suis jamais considéré comme une star. Je suis comme les autres. J'ai souvent les mêmes réactions, les mêmes opinions, les mêmes chagrins. Beaucoup de gens se retrouvent en moi et je me retrouve dans leurs lettres. J'en reçois même du Japon et de Chine. C'est très étonnant. Des Chinois me disent qu'ils ont arrêté de manger du chien pour me faire plaisir, c'est encourageant. Nous avons commencé notre conversation en évoquant la foi. La mort, vous angoisse-t-elle? Cela dépend des moments. Il y en a certains où je la souhaite, parce que j'en ai marre, parce que je suis crevé, que je suis écœuré. Et puis d'autres où je préfère vivre avec mes animaux, les arbres, les petits oiseaux, les fleurs. Mais je garde toujours cette énergie et cette force de caractère qui me permettent de tenir avec l'appui de tous ceux qui me font confiance. Quel message souhaitez-vous adresser à nos lecteurs qui vous adorent en ces temps troublés? L'espoir fait vivre, la force de vaincre aussi. Noël est magique, sans foie gras et sans dinde, ni chapon. Noël est joli, vrai, simple, comme le baiser que je vous donne. Voilà, donc ça c'était l'interview de Brigitte Bardot. Je suis d'accord sur beaucoup de points. Je suis d'accord avec elle sur énormément de points. Mais il y a 2-3 points où je suis pas vraiment d'accord. Après, chacun son avis. Hein. Mais bon, de toute façon... Moi, j'aurais juste à ajouter un truc, hein, encore une fois. C'est que... De toute façon, je pense... Je la trouve un peu dure par rapport au film. Je pense pas que tous les films maintenant soient des navets. Voilà, après on vieillit, donc on a l'impression que tout était mieux avant. Je pense pas que c'est tous des navets, mais c'est vrai qu'il y a énormément de navets. Ça, on va pas se mentir, les films français sont de plus en plus merdiques. Rares sont les films français qui sortent du lot, ça on est d'accord. De là à dire qu'ils sont vraiment tous pourris, je pense que c'est peut-être un peu fort. Après, par contre, par exemple, les transgenres et compagnie, de toute façon, dans la société qui va arriver, les transgenres n'auront pas leur place. Hein, donc, c'est pas la peine de s'inquiéter pour ça, ils n'auront pas leur place. Donc, au moins, ça, c'est réglé. Un problème va être réglé par un autre giga problème. Donc au moins, d'un certain point de vue, certains problèmes vont être réglés par un giga, méga, ultra, gigantesque problème. Il y a du positif finalement. Voilà. C'est pas vraiment un problème, les gens trans, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça posera problème à certains endroits dans la société, mais ça sera détruit par un autre giga problème. Donc voilà, au moins tout ira bien. Et ensuite, quand elle déclare que la France n'est pas foutue, qu'elle est foutue actuellement, elle est foutue actuellement, moi je pense qu'elle est foutue... comment dire, c'est à quel moment qu'elle dit ça Qu'elle dit que les gens, faut qu'il y ait la personne providentielle. Mais la personne providentielle n'arrivera que si les Français ont un cerveau et se réveillent. Donc la personne providentielle n'arrivera jamais. Tout simplement. Au bout d'un moment, il faut être un peu lucide. Hein. Voilà. C'est bien d'avoir de l'espoir. Bien sûr qu'il faut avoir de l'espoir. Mais quand tu es dans une société de débiles mentaux, je sais pas, mais l'espoir est pas si grand que ça. Hein. Parce que oui, non mais la personne providentielle, elle va pas sortir comme ça du lot. Hein. Si elle est déjà là, si elle était déjà là en 2022, si elle était déjà là en 2017, et que le peuple n'a pas fait ce qu'il fallait, elle n'arrivera jamais. Hein. Ben oui, c'est pas plus compliqué que ça. C'est même pas une personne providentielle qu'il faut. C'est un peuple providentiel qu'il faut. Voilà.
c'est un peuple compétent, c'est pas une personne compétente. C'est tout un putain de collectif qui doit être compétent. Parce que ils se reposent tous sur une personne, oh, elle va nous sauver, c'est l'élu des dieux, tu sais. C'est le roi Arthur qui va revenir dans le royaume de l'ogre, qui va sauver... Non, c'est pas non plus le retour du roi, tu sais. C'est pas Aragorn, tu vois, qui revient, tu vois. Non, il n'y aura pas ça. Parce que c'est le peuple qui doit se réveiller. Le peuple, en fait, il pense que... Oh ben un jour, quelqu'un va nous sauver, on va rester sur nos lauriers, on va attendre. Non, on va pas attendre. Vous allez soit vous réveiller, soit vous allez crever. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et ensuite, Brigitte Bardot, elle veut des gens avec une franchise. Eh ben, vous voyez, je fais partie de cette race-là, moi. Voilà. Comme quoi, on n'est pas tous encore morts. Hein. Voilà. Et puis, imaginez, en devenant célèbre, regardez tous ces artistes-là, qui ne se battent pour aucune conviction. Tous ces artistes actuellement n'ont aucune conviction. Quand je vois des Patrick Bruel, bon, un artiste déjà quand même un peu âgé, Patrick Bruel, il n'est pas encore fini. Mais il a quand même un certain âge, il a quand même la soixantaine. Et qu'on l'entend sur les plateaux télé dire vous pouvez arrêter monsieur Zemmour, en même temps, si vous n'avez pas été élu, c'est peut-être parce que vous avez cherché la division. Faites en sorte de réunir les Français. Mais on ne sait déjà plus ce que ça veut dire être français, et ensuite tous les gens sont divisés. Espèce de faux cul, ou de déconnecté que tu es. Non mais je suis désolé. Ce mec est déconnecté. Et tous ces gens-là sont des faux culs, déconnectés, soumis, lâches, tout ce que vous voulez. Ils n'ont aucune conviction. Parce qu'en fait, ils privilégient leur carrière d'artiste, chanteur, acteur. Mais ils n'ont pas compris, quand il n'y aura plus de pays, il n'y aura plus de carrière. Hein. Ça aussi, enfin bon. Passons, le sens des priorités, ils ne connaissent pas. Hein. Voilà. Sens des priorités, ça doit être quelque chose d'assez abstrait pour eux, je pense. Hein. Ils se disent, oh mais non, ça sera pas pour moi, ça sera que pour les autres. Je serai peut-être mort, j'aurais fait ma carrière. C'est comme quand j'entends des... comment il s'appelle Enrico Iglesias, là. Si je me trompe pas, parce que des fois, il y en a, je les confonds. Lui, il avait déclaré, si l'extrême droite passe au pouvoir, je quitte la France. Mais par exemple, lui, il a aucune conviction, ce type. Mais toi, mais oh, putain, j'en peux plus. Toi, c'est qui t'a fait que t'es devenu une star? C'est la France qui a fait de toi une star. Ton talent a fait de toi une star. Mais c'est le fait que tu sois venu en France qui t'a mis sur le devant de la scène. Et le mec, quand ça l'arrange, cet opportuniste de merde. Hein, allez. Moi, ces gens-là, ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. Voilà, je vous le dis. Hein, ce qu'il va falloir dans cette société, c'est des bollocks. Du courage. De la volonté, de l'audace. Hein, faut être audacieux, faut tenter des choses. Hein, faut tenter des paris risqués, mais faut les tenter. Hein, au lieu de tenter toujours que de la merde. Eh ben allez-y, je sais pas, tenter quelque chose de nouveau, non? Faites quelque chose. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils tentent quelque chose de nouveau? Ils ne comprennent rien, de toute façon. Il faut déjà qu'ils comprennent les choses. Alors je fais pas une généralité, mais croyez-moi, il y en a énormément qui n'ont rien compris. Croyez-moi. Je les vois tous les jours en plus. Donc je sais de quoi je parle. Je les vois tous les jours. Tous les jours. Hein. Et il n'y a aucun comportement qui change. Je peux vous le garantir. Je dirais même que c'est de pire en pire. Et moi je pense que, parce que c'est des gros faux culs, des gros hypocrites, je pense que le noyau du problème, il est là. Il se situe là. Ces gens-là s'enferment dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans la simulation, Ils se dissimulent en permanence, tous ces gens-là, pour s'acheter la paix sociale. Dans tous les domaines. Hein. Mais ça ne durera pas, la paix sociale. Pour l'instant, vous êtes en train de vous l'acheter, mais vous n'avez pas compris que ça ne durera pas. Que même si vous faites en sorte de l'entretenir, au bout d'un moment, ça va péter, de toute façon. C'est ça que vous n'avez pas capté. Eux, ils pensent, oh, ben, je vais l'entretenir, hein, la paix sociale, bonjour, vous allez bien? Vous voyez, tous ces trucs-là, ça me dégoûte, voilà. Parce que les bonjours, vous allez bien, ça vaut rien. Voilà. Ça vaut rien, ça. Ça se voit tout de suite que ça vaut rien. Tu le sens dans l'intonation de la voix, dans la façon dont la personne va s'adresser à toi. Tu le sais que ça vaut rien. Moi, j'aimerais bien des gens comme avant. On avait des... Alors, ils avaient beau avoir leur opinion, qui divergeait un peu des autres, mais on avait des balavoines, on avait plein de gens comme ça, qui ne se gênaient pas de dire ce qu'ils pensaient, de leurs convictions profondes. Hein. Mais maintenant, on n'a que des gens aseptisés, là. Faut pas que je dise ça, parce que sinon ma carrière va être détruite. Faut pas que je dise ça, parce que sinon je vais passer pour quoi? Je vais avoir
je vais avoir une mauvaise image, mais vous aurez tôt ou tard une mauvaise image dans tous les cas. Enfin bon. Moi, ça me dégoûte, hein, les gens comme ça. Moi, les gens comme ça, je fais comme s'ils n'existaient pas. Je trace ma route. C'est pas la peine, hein. Pas la peine de perdre du temps. Moi, des fois, il y a des gens, ils me disent vous allez bien, je leur réponds pas. Non. Pourquoi je répondrais à des cons? Pourquoi je répondrais à des gros trous de balles? Non, mais. Non, je leur réponds pas. De toute façon, ça changera rien, de toute façon. C'est des cons, ça changera rien. Que je leur dise bonjour ou que je leur dise pas bonjour, c'est des cons. Ça ne changera rien. Je dirai bonjour aux personnes qui sont. Qui tout de suite, je le sens. De toute façon, ça se sent. Tu le sens si c'est sincère. Pour vous donner un exemple, en 2017, là, j'allais dire Brigitte Macron. Brigitte Bardot, elle parle de Macron. Moi, en 2017, quand je l'ai vu arriver, Macron, et même quand il était ministre de Hollande, ça se voyait que ça puait la merde à plein nez. Je sais pas, mais il est jeune. Oh, il est jeune, il a 40 ans. Mais on s'en bat les couilles qu'il ait 40 ans. C'est pas l'âge qui va faire le président. Et c'est pas non plus son débat télévisé face à Marine Le Pen. C'est pas parce qu'il parle mieux qu'il a forcément des plus grandes compétences. Hein. Parce qu'être un beau parleur et être un sans couille, on a vu. Hein, on a vu. Je m'en tape qu'il sache bien parler. Je m'en cogne total de ça. Tu vois. Et en plus, ça se voyait. Il suffit de regarder son sourire, sa façon de se comporter. C'est criant que ça puait la merde. C'était criant. Et les gens, ils l'ont fait 1 et 2 fois. Et pourquoi pas repartir sur la saison 3? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur une saison 3, je suis sûr que vous le faites repasser en plus. Ils sont grave ravagés. L'autre fois, j'écoutais aussi une émission. Ils disaient ouais, on a encore 3 ans et demi de Macron. Mais ta mère. Mais vous êtes ceux qui ont fait en sorte qu'on en soit encore là, putain. Mais ces gens, mais t'as envie de les boxer. Mais t'as envie de leur mettre des tartes. Mais des tartes infinies, c'est... En 2017, vous l'avez élu. Maintenant, en 2017 jusqu'en 2022, ils se sont tous cachés. Si tu les écoutais, il n'y en avait plus aucun qui avait voté Macron. Comment il a fait pour passer? 2022, pareil, ça y est, c'est reparti. Mais on sait très bien qui a voté Macron. Hein. On le sait. Hein. Il y en a même, ils vont te dire, ah, moi, j'ai pas voté Macron cette fois-ci. Mais bien sûr, mon œil. Mais bien sûr, prenez-moi pour un con. Vous irez prendre les autres pour des cons, hein, mais pas moi. Après, c'est votre droit. C'est votre droit. On est en démocratie. Mais jusqu'à quand, hein? Jusqu'à quand? Voilà. Vous avez le droit d'avoir vos convictions, votre avis, oui. Mais réfléchissez un peu à la suite quand même. Hein? On est en démocratie, mais jusqu'à quand? Et en plus, démocratie un petit peu bizarre. Hein? Elle est de plus en plus bizarre, cette démocratie quand même. Hein? Parce que t'es en démocratie, mais t'as pas le droit de donner ton avis sur une invasion. T'es en démocratie, mais il faut te faire vacciner pour aller au cinéma. Quand c'était le Covid. D'ailleurs, maintenant, le vaccin ne sert plus à rien. Mais bon, je m'éloigne. Voilà, donc c'était l'interview de Brigitte Bardot sur Valeurs Actuelles. Voilà, donc ça fait plaisir d'avoir des gens encore comme ça. Il faudrait qu'il y ait la nouvelle... En fait, c'est comme dans One Piece, il faudrait qu'il y ait la génération terrible qui arrive, tu vois. Des gens qui ont des vraies convictions, tu vois. Qui pensent qu'ils disent, pas des pleutres, tu vois. Et ça, on avait encore ça à cette époque. On avait encore des gens qui disaient ce qu'ils pensaient. Et elle le dit encore. Mais ces gens-là ne seront pas éternels, malheureusement. Voilà. D'ailleurs, personne n'est éternel. Hein. Et le pays non plus, d'ailleurs. Donc, bon. Et pas que le pays, le monde. Mais bon, passons. Hein. Allez, ciao, à la prochaine.